C'est une conférence très importante parce que c'était pas parce que ça rejoint la création et la découverte de la psychosomatique intégrative. Bon, il s'agit donc d'un travail de recherche qui a commencé à la mort de Pierre Marty. Pierre Marty est mort en juin 1993. Ça fait maintenant donc 31 ans. J'avais observé à l'époque avec beaucoup d'attention les difficultés des psychosomaticiens de l'IPSO d'appliquer la nosographie psychosomatique élaborée par Pierre Marty. Cette nosographie, je le rappelle, reposait sur son immense expérience clinique et sur le concept de mentalisation. Vous verrez quand vous lirez des psychosomaticiens de l'IPSO ou des psychanalystes de la SPP, ils utilisent souvent le concept de mentalisation. La mentalisation s'intéresse donc à des dimensions de l'appareil mental qui concernent la qualité et la quantité des représentations d'un individu. C'est Pierre Marty qui l'a défini ainsi en 1991. Il s'agit donc d'évaluer ce qu'on appelle l'épaisseur du préconscient, ce qui suppose l'existence d'un imaginaire. Pour vous, tout cela est théorique, mais sachez que dans l'inconscient, le préconscient et le conscient, le préconscient est le lieu de rencontre des représentations mentales, des représentations mentales et des représentations, des représentations de choses. Les représentations de choses, ce sont uniquement des images sans signification. La signification est toujours apportée quand on est tout petit par les parents et après par l'environnement. Il y a des discussions concernant la signification à donner à une image. Même ce que vous voyez au cinéma sont des images. Après, vous les interprétez vous-même en fonction de votre expérience de la vie. Donc, le préconscient est un lieu très important en psychosomatique puisque c'est avec, si vous voulez, les représentations de choses et les représentations de mots que vous pouvez évaluer les capacités imaginaires d'un être humain. S'il n'y a pas d'imaginaire, vous n'avez que des représentations de choses. Les représentations de mots, c'est la mère qui met des mots sur les choses. C'est la mère qui donne une signification aux images que l'on regarde quand on est enfant. On regarde notre mère pour comprendre de quoi il s'agit et elle vous dit c'est ça ou ça. Donc faites bien attention à ça. J'y pense parce que, si vous voulez, on doit discuter cet après-midi d'un cas et au fond, je me, je me demandais si cette patiente avait des rêves ou pas, parce que, en définitive, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a des rêves très mentalisés, avec beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'élaboration mentale de ce qu'on le voit dans le rêve, et puis il y a des rêves qui ne sont que des images. Et à ce moment-là, cela veut dire qu'il n'y a pas de travail mental sur ces images. Ça veut dire qu'il y a un déficit de l'imaginaire et certainement un déficit du système psychique. Donc retenez bien ce que je vous dis à propos du préconscient. Il s'agit donc d'évaluer ce que Pierre Marty appelle l'épaisseur du préconscient, ce qui suppose l'existence d'un imaginaire. Lors de la rédaction de mon livre Quand le corps prend la relève, c'est un livre paru chez Odile Jacob en 1999, j'avais commencé à critiquer le concept de mentalisation en le replaçant dans un contexte culturel, afin d'en démontrer toutes les dimensions
et surtout toutes les limitations. La mentalisation n'est pas la même lorsqu'on parle dans sa langue maternelle ou dans une langue étrangère, car les références à la constitution de l'imaginaire ne sont pas les mêmes, d'où la difficulté pour un praticien français d'évaluer l'imaginaire d'un patient étranger. À cet égard, je dois vous dire que j'ai publié un livre récemment, il va paraître en Algérie, sur moi-même. Je suis né à Constantine, donc le livre s'intitule Un enfant de Constantine à la recherche de son identité à l'aide des thérapies traditionnelles. Ce sont mes amis et compatriotes kabyles, donc je suis un amazir, hein, d'origine. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est qu'un amazir, mais bon, les Européens les appellent des berbères. Donc voilà, ce sont mes compatriotes de Kabylie qui se chargent de faire imprimer le livre en Algérie. Donc je poursuis, si vous voulez, parce que je me suis aperçu que dans ma propre analyse, mon analyste qui était du Massif central m'a analysé comme un Français standard. Et comme je le dis dans ce livre, face à l'incompréhension, face à l'incapacité de dialoguer avec moi, je suis resté silencieux. Et donc j'ai terminé mon analyse avec beaucoup d'insatisfaction, puisque la problématique oedipienne n'avait pas été analysée et résolue, puisque mon analyste ne s'était pas interrogé sur ma dimension culturelle. Pour lui, j'étais un Parisien, un Français de souche qu'il analysait. Et je l'ai laissé comme ça. Mon analyste est mort maintenant, mais cela vous fait beaucoup réfléchir à la constitution de l'imaginaire chez des populations non européennes. Je vous rappelle que Sigmund Freud était très limité dans ce domaine parce qu'il parlait de pensée magique. Il référait à des croyances que les Européens n'avaient pas. Et il a créé des concepts prétendument universels, ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que le vécu oedipien n'est pas le même chez un Européen, chez un Chinois, un Japonais ou un Sud-Américain, a fortiori quelqu'un d'Afrique du Nord ou d'Afrique. Donc, si vous voulez, je vous demande de relativiser lorsque vous avez des patients étrangers et de comprendre quel est son imaginaire. Parce que les croyances traditionnelles, je vais faire tout un cours là-dessus, les croyances traditionnelles sont la base même de l'imaginaire. Il s'agit donc avec la mentalisation d'un concept utile, mais très difficile dans son application. En psychosomatique intégrative, je vous le rappelle, nous sommes la plupart du temps en présence d'absences ou de carences psychiques significatives. Donc, à partir de mon expérience clinique, j'ai poursuivi mes recherches psychosomatiques car deux méthodes de Pierre Marty posaient problème. La première, c'était la classification qui ne comportait pas suffisamment de descripteurs. Je vous ai envoyé la version 26, je crois, ou 27, je ne me rappelle plus, de la classification que j'ai fait considérablement évoluer et qui ne ressemble plus à la classification de Pierre Marty.
Et le deuxième point, c'était la nosographie de Pierre Marty qui était très difficile dans son application. En vérité, ce qui s'est passé avec Pierre Marty et avec Michel de Musan, un des 4 mousquetaires qui a créé l'Institut de psychosomatique, Pierre Marty, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que c'était des psychanalystes et ils n'y avaient même pas pensé. Ils ne voulaient en aucune façon remettre en cause le modèle de Sigmund Freud, le modèle de fonctionnement mental. Ils ne s'interrogeaient pas là-dessus. Par conséquent, ça constitue à terme une limite dans la pensée. Parce que Sigmund Freud était un génie, ça c'est tout à fait sûr, mais tous les génies font des erreurs ou ont des limites dans leurs hypothèses. Et j'ai été encouragé dans mon approche critique après bien des années. J'ai mis énormément de temps pour mettre Sigmund Freud en perspective. C'était Albert Einstein. Albert Einstein m'a encouragé parce que il a écrit un article très important disant j'ai fait 2 erreurs. Je me suis dit, puisque un génie comme Albert Einstein déclare avec beaucoup d'humilité, j'ai fait des erreurs, donc aucun génie n'est à l'abri d'erreurs. Je continue. Au début de l'année 2000, j'ai abouti à une nouvelle classification psychosomatique. La dernière version date de 2024, reposant sur un modèle global prenant en considération les apports de Melanie Klein, Sándor Ferenczi, Karl Abraham, Donald Winnicott, Wilfried Bion, Daniel Stern, André Green, Joyce McDougall, qui était une amie, et bien entendu Pierre Marty. La liste n'est pas exhaustive. Je me suis donc interrogé sur l'existence de représentations mentales qui naissent au fur et à mesure et progressivement du déroulement du processus de vie. J'ai appelé mon modèle alpha de la psyché. Quant à la méthode permettant d'établir un diagnostic, il s'agit de la méthode d'évaluation du risque psychosomatique que vous utilisez dans le cadre des ateliers cliniques en principe. À la suite de la dernière recherche que j'ai faite avec le docteur Aboulker, on a fait une recherche sur l'endométriose, j'ai créé une nouvelle fiche d'évaluation que je vous enverrai au début du mois de mars. Je dois la revoir encore, la compléter, et je vais vous envoyer cette fiche qui est beaucoup plus complète que celle que vous utilisez jusqu'à présent. Deuxièmement, il s'agissait de proposer une nouvelle nosographie psychosomatique qui pouvait être utile aux médecins et aux psychothérapeutes en psychosomatique intégrative. Le présent travail de cette note que vous allez lire, que je vais vous envoyer, je l'ai un peu remanié. Il s'agit d'un retour à Freud dont de très nombreux concepts n'ont pas été pris en considération par Pierre Marty. Dans les 25 dernières années, j'ai étudié avec beaucoup d'attention les premiers travaux de Sigmund Freud concernant ce qu'il a appelé les névroses actuelles. J'ai rencontré le même intérêt chez un de ses collègues qui s'appelle Michel de Musan, peut-être vous avez entendu parler de lui, un des 4 fondateurs avec Pierre Marty de ce qu'on a appelé l'école de Paris. J'ai eu une rencontre importante avec Michel qui m'a permis d'avancer plus loin dans mes réflexions sans pour autant m'aider à résoudre la question primordiale, à savoir
que se passe-t-il pour les êtres humains dont le système psychique est soit absent, soit défaillant? C'est assez étrange, vous voyez, cette formulation, parce que ce n'est pas une formulation des psychanalystes, aussi bien de la Société de psychanalyse de Paris que des lacaniens. Personne ne pose la question de cette façon. Pourquoi j'ai posé la question de cette façon? C'est parce que j'étais dans cette consultation ouverte à tous les services de l'hôpital, rattaché au service de psychiatrie du professeur Aliler, qui était un ami et qui m'a accueilli avec beaucoup de chaleur et de bienveillance à l'hôpital de la Pitié, en créant ma consultation de psychosomatique. Eh bien, si vous voulez, pour revenir, j'ai progressivement rencontré des êtres humains, des patientes et des patients, sans imaginaire. Ils ne rentraient absolument pas dans le cadre psychanalytique, ils ne rentraient pas dans le cadre de Pierre Marty, et je ne pouvais pas utiliser les concepts qu'il m'avait enseignés. Je vous rappelle que Pierre Marty était mon maître et aussi un ami, puisque j'ai présidé l'Institut de psychosomatique jusqu'à la fin de sa vie. Donc, si vous voulez, devant l'absence d'imaginaire, je me suis posé la question, comment naît un système psychique, la naissance du système psychique? Parce que vous avez été formé vous-même peut-être par des psychanalystes, et tous les psychanalystes se réfèrent à un système psychique. Sigmund Freud, le premier, pour lui, tous les êtres humains étaient des névrosés dotés d'un système psychique. L'interrogation sur le système psychique m'a poussé à m'interroger aussi sur les représentations mentales qui sont à la base de ce système. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai développé la relation d'attachement à la mère et la thérapie psychosomatique d'attachement maternel pour aider au développement d'un système psychique chez nos patientes et chez nos patients qui en sont privés. Je dois vous dire que j'écoutais hier ou avant-hier à la radio, on parlait des enfants et des adolescents actuels, mais surtout des petits-enfants qui regardent leur téléphone mobile très tôt et sans aucune explication de la part des parents. C'est-à-dire, nous sommes au niveau de ce qu'on appelle des représentations de choses. Ça paralyse l'imaginaire. Il n'y a pas de représentation mentale. On ne met pas les représentations mentales, c'est quand on met des mots sur les choses. Et je me suis inquiété pour le futur des Françaises et des Français de notre pays, en disant que va-t-il se passer puisque nous avons affaire à des êtres sans imaginaire, c'est-à-dire le système de défense mentale qui, aux côtés du système immunitaire, est un système de défense de l'organisme, ce système ne va pas se développer. Donc, les somatisations seront plus importantes que par le passé, ce qui est très inquiétant. D'autant plus que dans cette émission de radio, en disant que les parents n'écoutent pas les recommandations qu'on leur fait, il n'y a que 20% des enfants à qui les parents ne donnent pas de téléphone mobile et que les parents les empêchent, si vous voulez, d'utiliser ces téléphones.
20%. C'est-à-dire que 80% des jeunes enfants et des jeunes Français vont se développer sans capacité imaginaire. Donc, ben, moi, je ne serai plus là, mais vous, vous avez les possibilités de développer cela avec les futurs patients parce que vous en aurez beaucoup. Ils relèvent de la psychosomatique intégrative. Dans la nouvelle nosographie que je développe, j'ai créé l'hypothèse d'organisation somato-psychique que vous verrez à la fin. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je vous demande de l'étudier avec beaucoup d'attention car elle va vous éclairer sur un certain nombre de points concernant l'encodage neuronal. J'ai donc développé dans mes travaux ces hypothèses depuis 1999. Ça a été repris dans plusieurs publications, dont la dernière, la publication Neuropsychanalyse, toujours chez le même éditeur. Vous devez comprendre que cet éditeur, c'est une collègue de l'université de Paris 7. Elle s'appelle Marek Fedida. C'est l'épouse du professeur Fedida qui est décédé et à sa mort, avec ses enfants, elle a créé cette maison d'édition. Donc, si vous voulez, elle m'a fait l'amabilité de publier mon livre de neuropsychanalyse. Ce livre a été traduit en arabe au Liban et lors du salon du livre arabe, j'ai reçu le premier prix du livre arabe. Donc, si vous voulez, euh, j'ai énormément de relations épistolaires avec des collègues arabes du Liban, mais aussi d'Égypte, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et bien entendu d'Afrique du Nord. Ce sont des relations très vieilles, très lointaines, et je continue à en avoir. Alors, si vous voulez, je poursuis. J'ai poursuivi donc le développement de cette nosographie à partir de recherches plus approfondies sur la constitution du soi. Si vous vous rappelez le cours sur le soi, pour moi, le soi, c'est le premier noyau du moi. C'est au niveau du soi qui a été développé en neurologie, en neurosciences, par le professeur Damasio. C'est à ce niveau neuronal que le soi se constitue, ainsi qu'au niveau psychique. Je fais donc référence aux travaux d'Antonio Damasio et pour la dimension psychique, aux importants travaux d'une collègue que j'ai connue, elle est décédée maintenant, Evelyne Kestenberg. Elle a écrit une très bonne recherche sur ce qu'elle a appelé la psychose Freud. André Green a lui-même développé une notion voisine qu'il a appelée la psychose blanche. Certainement, c'était pour se démarquer d'Evelyne. J'ai aussi intégré la classification psychosexuelle de Karl Abraham, qui était le directeur de l'Institut de psychanalyse de Berlin. Et peut-être vous ne connaissez pas son successeur, mais son successeur du régime nazi, c'était le neveu de Göring, parce que l'Institut de psychanalyse n'a pas été supprimé. Si vous voulez, on a brûlé les travaux de Sigmund Freud, mais on n'a pas supprimé l'Institut de psychanalyse. Il faudrait interroger les nazis pour savoir pourquoi. Donc, après Karl Abraham, ma nosographie est destinée à faciliter l'établissement du diagnostic par les psychosomaticiens, les psychosomaticiennes, ainsi que par les médecins et les thérapeutes intéressés par l'approche de psychosomatique intégrative.
Alors, la citation de Freud que je vais vous lire maintenant a été le départ de mes réflexions théoriques. Ce sont des réflexions issues du manuscrit de l'année 1894. Sigmund Freud écrit à propos de comment naît l'angoisse. Il nous fait part de ses considérations théoriques concernant la névrose d'angoisse. Et en réalité, personne n'a repris, je suis le premier à avoir repris une réflexion de Freud de cette époque, et Sigmund Freud ne l'a pas reprise lui-même. Il déclare, ouvrir les guillemets, dans l'ensemble, ma théorie tient assez bien. La tension sexuelle se transformant en angoisse dans les cas où, tout en se produisant avec force, elle ne subit pas l'élaboration psychique qui la transformerait en affect. Vous voyez très bien la manifestation de la névrose d'angoisse et le travail psychique qui pourrait la transformer en affect. C'est le Durcharbeiten de Sigmund Freud, l'élaboration mentale. Il n'y a pas d'élaboration mentale. Alors il dit que ce phénomène est dû soit à un développement imparfait de la sexualité psychique, soit à une tentative de répression de cette dernière, c'est-à-dire une défense, soit encore à une désagrégation, soit enfin à l'instauration d'un écart devenu habituel entre la sexualité physique et la sexualité psychique. Ajoutant encore en cela l'accumulation de tensions physiques et le rôle joué par les obstacles qui empêchent une décharge vers le domaine psychique. Donc, si vous voulez, le jeune Freud avait réfléchi quand même à cette absence de système psychique et ce point spécifique dans la description de l'angoisse somatique ou de l'angoisse psychique, ce point spécifique n'a jamais été repris par personne. Et, et même pas par lui-même. Bon, c'est ainsi. Donc c'est la page 84 de la naissance de la psychanalyse, dans la collection Presse universitaire de France, la 4e édition, 1979. Alors, si vous voulez, le concept de mentalisation est fort utile pour comprendre les processus d'élaboration mentale et de renforcement de l'organisation du préconscient de nos patientes et de nos patients, lorsque le préconscient existe. Mais qu'en est-il quand il n'y a pas de préconscient, que nous sommes uniquement en présence de représentations de choses sur lesquelles les mots n'ont pas été mis, c'est-à-dire il n'y a pas eu de transformation des représentations de choses en représentations mentales. J'espère que c'est pas trop théorique pour vous, ça m'inquiète beaucoup. Il faudrait peut-être que je prenne un exemple, mais vous en avez chez vos patientes et chez vos patients, c'est-à-dire les représentations de choses, eh bien, je ne sais pas. Je regarde des photographies de mon père et de ma mère. J'en ai une sur mon bureau. Mais les représentations mentales, c'est différent. Je regarde ma mère et je sais qu'elle me parlait à ce moment-là, qu'elle me parlait de moi-même, de ce que je faisais, etc., de mes publications. Elle s'intéressait à ce que je faisais. Donc, si vous voulez, c'est un vécu affectif qui donne de l'épaisseur à l'image. Ce n'est plus qu'une image, ce n'est pas qu'une image, c'est-à-dire un visage. Ça va beaucoup plus loin. Je m'excuse, j'ai pas vu les mains levées. Euh,
S'il y a, vous avez des questions peut-être, Oui, allez-y. moi Ma- j'ai. Est-ce que c'est dans l'ordre aussi du tabou quand il n'y a pas de représentation verbale? ou- je- si vous voulez, ça peut être le tabou, ça peut être aussi le fait C'est plus que vaste. Mm. les, ça dépend, si vous voulez, c'est très compliqué. Mais le problème, c'est est-ce que d'abord un système psychique s'est développé? Si le système ne s'est pas développé, c'est qu'il y a eu des carences qui ont empêché son développement. Donc, s'il y a eu des carences, c'est l'absence d'attention parentale à l'enfant, c'est le manque de relation. On a, on s'en est situé à une relation de nourrice avec l'enfant, point à la ligne. On a lavé l'enfant, on s'est occupé de lui corporellement, mais pas mentalement. Il n'y a pas eu de, l'enfant n'a jamais pu interroger la mère. Après le troisième mois, vous savez, on passe d'une relation fusionnelle dans une relation préverbale. Et l'enfant, même s'il ne parle pas, il interagit avec la mère. Et c'est à la mère à mettre à ce moment-là des mots sur les choses pour enrichir. Donc, euh, donc il ne s'agit pas de tabou, il s'agit peut-être de tabou, mais de tabou des parents dans la relation avec l'enfant. Dans la relation avec l'enfant. Est-ce que c'était un enfant désiré ou pas? Souvent, si vous voulez, quand il y a des filles, on voit très bien que euh, le couple avait voulu un garçon et pas une fille. Et donc la fille a été complètement négligée dans son éducation. Voilà, elle a été pénalisée, la malheureuse. Et donc elle n'a pas pu se développer normalement. Elle n'a pas pu. Donc c'est à ce niveau-là que ça se passe, si vous voulez. Ce sont les préjugés, les carences, les rejets, ne pas accepter un enfant de tel sexe, etc., qui fait que, si vous voulez, nous avons beaucoup de personnes en grande difficulté. Et en plus, si vous avez des patientes enceintes, il est important de les éduquer, de les aider et surtout de leur dire de garder leur enfant pendant les 9 premiers mois, de ne pas mettre l'enfant à la crèche après 3 mois, parce qu'à ce moment-là, l'enfant se sent totalement abandonné et son système psychique ne se développe absolument pas. Oui, je vous en prie. Allez-y. Oui, une question, professeur. Je vois depuis 2 semaines, j'ai un jeune homme de 19 ans. Je l'ai vu 4 fois jusqu'à présent. Maintenant, quand vous étiez en train de parler, j'ai pensé à lui. Il est beaucoup dans le réel. C'est un jeune homme de 19 ans. Sa mère est très agressive. Il ne parle que de ses querelles avec elle. Elle a fait ça, elle a dit ça, j'ai dit ça, j'ai répondu comme ça, etc., etc. Est-ce que c'est encore tôt de penser à un préconscient qui n'existe pas, à un imaginaire un peu faible? Ça peut oublier. Je suis perdue entre résistance et imaginaire pauvre. Bien, si vous voulez, pour nous, quand on fait une anamnèse comme ça, comme vous le faites, ce qui est important, c'est de comprendre deux choses. Sa capacité d'associer le présent et le passé. Il vit quelque chose au présent et à ce moment-là, vous lui dites à quoi ça vous fait penser. Est-ce que vous avez vécu quelque chose comme ça déjà ou pas? L'autre point, donc, c'est pour essayer de tester les capacités associatives Oui, présent-passé. Deuxièmement, c'est les rêves. Parce qu'il y a deux sortes de rêves, il faut bien faire attention. Il y a les rêves sans imaginaire. Ce ne sont pas des rêves, ce sont uniquement une suite de représentations de choses,
de représentation inconsciente sans mots. Et puis, Oui. euh, il y a les rêves où il y a une élaboration mentale. Avec ces rêves-là, on voit qu'il y a, si vous voulez, un système psychique qui travaille. Donc c'est à vous de voir parce que, et ce que vous pouvez aussi constater souvent, c'est devant les carences parentales, devant ces carences parentales, il y a souvent un investissement intellectuel parce que le cerveau existe, un investissement intellectuel très important. Vous voyez les femmes investir énormément les études et les réussites professionnelles, mais c'est dans le domaine cognitif. Ça n'a rien à voir avec l'imaginaire. Ces personnes n'ont pas d'imaginaire. Elles sont uniquement dans le comportement et un fonctionnement du cerveau cognitif. C'est le cerveau qui fonctionne. Mais le psychisme n'existe pas. Donc faites bien attention. Si vous voulez, je pourrais vous citer des cas qu'on a vus en endométriose, étant donné que je me rappelle comme ça d'une jeune africaine, étant donné qu'on a deux composantes, tous les êtres humains ont deux composantes, une composante féminine, une composante masculine. Cette jeune africaine, je sais pas, je crois bien qu'elle était de Côte d'Ivoire, a fortement investi uniquement l'identification masculine. Et elle s'est identifiée fortement avec les hommes de la famille et tous les hommes avec lesquels elle travaillait, et elle continue de travailler. Elle réussit très bien, mais c'est son côté masculin qui est à l'œuvre. Elle n'a pas d'imaginaire, c'est une femme très brillante et très intelligente. Donc faites bien attention, vous pouvez avoir affaire à des personnes très intelligentes, cela ne veut pas dire pour autant qu'elles ont un imaginaire. Moi, j'ai analysé comme ça un professeur d'université très brillant, mais en réalité sans aucun imaginaire. Une grande famille bourgeoise du nord de la France, sa mère ne l'a absolument pas élevé. Il a été élevé par des nourrices. Les nourrices, ça nourrit, mais les nourrices ne parlent pas avec les enfants. Elles les nourrissent. Donc c'est un gros problème, si vous voulez. C'est pour ça que je vous recommande très sincèrement de protéger les enfants de vos patientes. Elles doivent, c'est un gros sacrifice, mais elles doivent rester avec les enfants au minimum 9 mois. Pour Mais que, oui, allez-y. une fois qu'on a fait le constat, comment on fait pour avancer? Moi, par exemple, j'ai le cas d'une patiente qui a 25 ans, qui fait des études de neuropsychologie, Oui, qui est en master, et donc qui va finir ses études, et là, qui est bloquée, et en fait, qui refuse de grandir et qui ne veut plus aller à ses examens. Et une fois qu'on a dit, bah, oui, il y a un blocage, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? eh bien, écoutez, c'est ça la thérapie psychosomatique, si vous voulez. La thérapie psychosomatique, j'en parle dans ce travail, mais si je n'ai pas le temps aujourd'hui de terminer, je vous enverrai le document. Eh bien, si vous voulez, c'est la thérapie d'attachement maternel. Si vous constatez que l'objet n'a pas été internalisé, à ce moment-là, vous engagez une thérapie qui va lui permettre d'internaliser, de vous internaliser au bout de, au moins, il faut quand même 2 ans de travail, de vous internaliser comme un objet, avec l'idée que, avec, si vous voulez, la recommandation, à la fin de la thérapie, quand l'objet est internalisé, de lui montrer que vous n'êtes pas sa mère, ni son père, que vous êtes le thérapeute, et que toute la thérapie, c'était pour l'aider à reprendre contact avec ses parents, à qui peut-être elle n'a jamais osé dire
quoi que ce soit. Mais ce qui est important, voyez-vous, c'est ça la thérapie d'attachement maternel, c'est retracer toutes les étapes et faire ce que Bion disait, prêter votre appareil à passer les pensées. Quand elle vous raconte quelque chose, vous lui demandez à quoi ça l'a fait penser. Et je pouvais ajouter vous-même, moi, quand vous me dites cela, moi, je pense à ça. Et vous dites ce que vous pensez. Parce que vous lui apprenez de cette façon à penser les pensées. Progressivement, elle doit apprendre à penser. Parce que tous ces gens dont on parle, qui n'ont pas internalisé l'objet maternel, qui n'ont pas un développement psychique, eh bien, ils pensent intellectuellement, ils pensent sur le plan cognitif. C'est la partie du cerveau cognitive qui est utilisée, mais pas le psychisme. Le psychisme, lui, n'existe pas. Donc, si vous voulez, c'est à vous de travailler pour progressivement qu'un objet maternel se développe, s'internalise et, et qu'un système psychique se développe progressivement grâce à vous. Moi, je vous ai déjà cité souvent cette patiente que j'ai eue pendant de longues années et qui, au moment de l'internalisation de l'objet, elle était consciente de cela. Elle m'a regardé, je me rappelle comme aujourd'hui, en me disant, mais comment un homme peut-il être une mère? Et donc, je, je, je lui ai dit que c'était tout à fait possible, puisque les êtres humains ont toujours deux composantes, une composante féminine, une composante masculine. Et dans mes écrits sur la sexualité féminine, j'ai très clairement indiqué que je remerciais ma mère et mon épouse, parce que c'est ma mère qui m'a permis de devenir une mère. C'est par identification avec elle. Je l'ai longuement observée toute ma vie et donc j'ai compris comment une mère fonctionnait, en tout cas comment ma mère fonctionnait. Il y a des dizaines de mères, des milliers. Et donc, au moins, j'ai su comment elle fonctionnait et c'est ce qui m'a permis, si vous voulez, en, en m'identifiant à ses qualités, de développer les thérapies et la compréhension. Dans le cas contraire, sincèrement, ça aurait été très difficile. Oui, il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, c'est moi, monsieur. Monsieur Stra. Patrice. Oui, Je, oui, oui, je voulais juste revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le troisième mois par rapport à une maman, enfin par rapport à une mère qui a montré une forme de carence ou des manques d'attention ou d'accompagnement oui, de jouer le rôle, enfin, entre guillemets, hein, d'apporter une forme de nourriture affective à l'enfant. Je voulais savoir, si je ne me trompe pas, si quand vous parlez de relations, enfin, de relations préverbales, est-ce que par rapport à la nosographie que vous nous avez donnée, est-ce que l'on pourrait dire qu'on est à peu près au niveau du temporel, enfin, au niveau du temps, dans la phase pré-archaïque, hein? C'est juste pour voir là. Est-ce que c'est dommage, j'ai pas compris tout ce que vous disiez à la fin, là. excusez-moi, je reprends. L'exemple que vous nous avez donné tout à l'heure, vous savez, il y a 5-10 minutes par rapport à l'enfant, et avec le développement du psychisme, le blocage, si vous voulez, ou le- le non-développement du psychisme de l'enfant, du Oui, troisième mois, par carence affectivo-maternelle, est-ce que l'on peut prendre cet exemple et le situer, je veux dire, au niveau nosographique, dans la phase pré-archaïque? alors c'est la phase, si vous voulez, la plupart des patientes et des patients ne sont pas dans des phases fusionnelles, mais ça peut exister. Sinon, elles sont dans des phases où ils sont dans des phases pré-objectales, c'est-à-dire
Ouais. entre l'âge de 3 mois et l'âge de 8 mois. Ouais. L'internalisation l'internalisation de l'objet maternant, enfin, j'espère que je me trompe pas, se fait vers à peu près vers 10 mois, 11 mois, 12 mois à peu près. C'est 9 mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et C'est quel est au 9e mois que ouais, l'internalisation de l'objet s'effectue après d'accord. une phase de dépression essentielle. Et Parce la que phase et la le phase qui bébé va doit être capable ouais. de se séparer de sa mère. Et dès l'instant qu'il passe cette phase objectale, admettons, dans l'exemple où l'enfant passe par l'internalisation de l'objet, comment va s'appeler la phase qui va suivre après? Est-ce que c'est la phase du narcissisme? Je sais pas. Là, Non, le narcissisme ah, primaire, il agit dès le début de la vie. dès le départ. Ouais, d'accord, ok. Dès le début de la vie. Ah, Le d'accord, narcissisme de vie, le narcissisme primaire, D'ac- agit parce qu'il est le représentant du courant vitaliste de d'accord, ok. l'ensemble des cellules du corps humain. D'accord, Ce narcissisme est alimenté, il est le produit de la vitalité des cellules de notre corps. d'accord. C'est ce qu'on a Donc, appelé ouais. narcissisme. Donc, dès qu'un enfant a passé ce qu'on appelle la phase d'internalisation à l'âge de 12 mois, il rentre dans quel type de phase? À l'âge de 9 C'est une mois, ouais, et il va passer dans la phase suivante. Est-ce que ça va être les phases suivantes sont des développements, des phases progressives de développement, du système psychique par apprentissage. Parce que prégéniture? progressivement, l'enfant, premièrement, va intégrer la phase, ce que Spitz appelle la phase diacritique, de D'accord, contrôle, des mouvements. ah ouais, d'accord, Il doit passer par là, il doit penser le comportement d'accord. et à ce moment-là, accéder à la parole. Ah voilà, la phase orale, d'accord, ok. Oui, oui, d'accord, Après, génital. si vous voulez, nous sommes dans la phase d'apprentissage de la parole Ah ouais, et de, et de parler avec les êtres humains, etc., avec, d'accord, avec son entourage. Donc, si vous voulez, ce ouais, sont d'accord, des étapes progressives que nous connaissons, si vous voulez. En pédopsychiatrie, ils travaillent beaucoup là-dessus. Donc, ouais, voilà, si vous voulez, ça c'est c'est pour le développement. Mais sachez que c'est toujours 9 mois. C'est au terme du 9e mois qu'il y a, après la phase de dépression, une phase d'internalisation où le bon objet et le mauvais objet fusionnent. Faites ouais, attention, on est dans une étape de fusion. ouais, Le d'accord, bon et le je comprends. mauvais objet fusionnent dans un seul objet, l'objet maternel, qui peut être à la fois bon et méchant, c'est l'ambivalence humaine. Mais auparavant, nous sommes dans une phase, est-ce que c'est quelqu'un ou dans une phase pré-objectale. Et, D'accord, et là, je parle pour tout le monde. C'est important de comprendre que dans la phase pré-objectale, que Mélanie Klein a bien décrite, mais aussi Karl Abraham, il y a alternance de la relation avec un bon objet et avec un mauvais objet. Mais à, à ce stade, il n'y a pas d'internalisation de l'objet. Il y a une relation pré-objectale. Alors, comment fait-on quand on se trouve face à ce type de patient où le masochisme peut être très important aussi? Eh bien, c'est qu'en réalité, il y a un encodage neuronal. Ce sont plusieurs cortex. Je vous renvoie à ma note sur les somatisations où je développe cela. Et dans la note d'aujourd'hui, vous allez avoir 4 organisations somatopsychiques, inutile d'apprendre par cœur, mais bon, vous verrez de quoi il s'agit. Il y a dans la phase préobjectale un encodage neuronal. C'est-à-dire que si on est en relation avec une mère agressive, un père agressif, un milieu parental agressif, et pour avoir leur amour, on sera obligé d'accepter l'agression. À ce moment-là, c'est le cortex,
c'est le deuxième cortex de ma note qui est en charge, parce que ça crée de l'angoisse, et donc, euh, en même temps, il y a mémorisation des qualités de l'agresseur. Et souvent, vous verrez, ces patients et ces patientes, quand ils se marient, ils choisissent des agresseurs en réalité, parce que c'est cette image qu'il y a en eux encodée neurologiquement, Ouais. dans les cortex. Ouais. Ce n'est pas psychique, ce n'est pas un choix psychique, c'est un choix, c'est le cerveau qui choisit, si vous voulez. C'est aussi simple que ça, mais les psychanalystes oublient l'existence du cerveau. Et le cerveau, il existe. Il détermine énormément de nos comportements et de nos actions. Le cerveau agit énormément. Donc, oui, quelqu'un d'autre a levé la main, je ne sais plus qui. Oui, pour la patiente dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui a 25 ans et qui refuse de finir ses études et qui Oui, refuse de rentrer dans la vie adulte, est-ce qu'on peut considérer que ça fait relation à un attachement maternel et au refus de la séparation et de devenir soi-même? très sincèrement, c'est difficile. Ce n'est pas ma patiente, c'est la vôtre. Oui. Euh, c'est Parce important que dès qu'on lui parle de ça, elle se de met à comprendre la pleurer. défense. C'est important de comprendre la défense. À quoi sert-elle? Pourquoi dit-elle qu'elle arrête ses études, voyez-vous? À quoi, à quoi ça correspond dans sa tête? Qu'est-ce elle invoque comme argument pour ne pas poursuivre? Parce que là, vous pouvez l'encourager et, si vous voulez, à ce moment-là, elle pourra vous parler pourquoi elle a choisi ce type d'études. Et puis développer un peu plus la relation avec les parents, mais surtout avec vous, puisque vous êtes le parent bienveillant qui accepte ce qu'elle est dans toutes ses dimensions. Comme vous acceptez, elle pourra vous parler et vous confier les choses. Vous pouvez, mais pour moi, il s'agit d'un système de défense. Elle est arrivée à un point où elle se refuse d'aller plus loin. Et on doit comprendre pourquoi. Pourquoi elle est dans l'échec. Pourquoi elle... Elle se met en échec. Oui, voilà, c'est ce que je peux vous dire parce que pour poursuivre avec elle, il est important de poser le problème de son refus d'avancer. Oui, je ne sais pas si j'ai... vous vous posez des questions. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur 100% émotionnel, à se mettre à pleurer dès qu'on parle de l'avenir et qu'il n'y a pas moyen de sortir de cette situation de blocage. Et d'après ce que vous disiez, on a l'impression qu'on est sur un système archaïque où elle est figée, en fait. Oui, Elle est figée, elle refuse d'avancer, en fait. oui. Eh bien, c'est là où, à ce moment-là, vous pouvez prêter votre appareil à penser les pensées. Vous pourriez lui dire, écoutez, vous avez fait tellement d'efforts jusqu'à présent, c'est important de continuer, d'achever vos études. C'est ce que je pense. Pour que débloquer quelque part le système, pour qu'elle arrive à penser la situation elle-même. Ça sera le début peut-être de penser des situations. C'est ce que je peux vous dire, si vous voulez. C'est reprendre ce qu'elle dit et en disant, écoutez, moi, euh, c'est ce à quoi vous me faites penser. Comme ça, elle sait qu'elle se trouve en face de quelqu'un qui pense. C'est la seule façon. Il faut débloquer Merci. la situation. Je vous en prie. Essayez et faites-nous un feedback par la suite. On n'a pas terminé l'année. Si ça marche, interrogez-la. Alors, si vous Merci. voulez, je poursuis. Peut-être que je terminerai pas tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, mais bon, vous lirez la note.
Alors, alors, je vais essayer de passer à Michel de Musan. Je vous parle de l'objectif des thérapies psychosomatiques, mais je ne vais pas parler de cela maintenant. Si vous voulez, je vais vous parler aussi de la catégorie, parce que vous devez comprendre que Sigmund Freud a posé dans la nosographie psychanalytique, il a indiqué deux types de structures. La première, c'est les psychonévroses de défense, les névroses classiques, obsession, hystérie, etc. Et puis, il a créé aussi une deuxième catégorie, la catégorie des névroses actuelles. Et je vais vous parler de cela, parce que pas mal de nos patients peuvent être catégorisés sous l'appellation de névrose actuelle. Mais, si vous voulez, je me posais toutes ces questions après la mort de Pierre Marty et j'ai rencontré son collègue et ami Michel de Musan, que je connaissais. J'ai été le voir chez lui, on a beaucoup discuté et c'est grâce à cette relation que progressivement j'ai été introduit à l'autoconservation, aux pulsions d'autoconservation. C'est-à-dire, si vous voulez, une dimension, tout à l'heure on a parlé de narcissisme primaire, une dimension d'êtres humains fixés dans des phases archaïques de développement du système psychique. Mais vous devez comprendre que si vous rencontrez des êtres humains fixés dans la phase archaïque de développement, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ils peuvent être hyper intelligents. Si vous voulez, vous devez faire la différence entre le développement d'un système psychique, c'est-à-dire penser les pensées, et la dimension cognitive, neurologique du système nerveux central, qui est souvent, si vous voulez, l'objet de développement très important. Vous avez comme ça des enfants chez qui le système psychique n'a pas été développé, il est défaillant, et donc qui ont progressivement investi très fortement, c'était de très bons élèves, de très bonnes élèves à l'école, et après, ça s'est poursuivi. Ils étaient très brillants, ils ont passé le baccalauréat et ils ont fait des études brillantes, mais et avec un investissement du comportement. Le comportement, si vous voulez, ça peut devenir des comportements professionnels très importants et même souvent nuisibles dans le fonctionnement. Parce que, si vous voulez, certains, récemment, là, j'avais un cas clinique d'un collègue et on voit très bien à ce moment-là la destinée, c'est-à-dire c'était une jeune femme, elle est devenue une droguée du travail. Le travail, c'est sa vie. Elle n'a rien d'autre. Elle n'a pas de ressources. Elle n'a que le travail. Vous voyez très bien dans la fiche d'évaluation du risque psychosomatique, il est important de, de, de développer les ressources, c'est-à-dire quelles sont les ressources d'un être humain, comment investit-il, comment investit-elle son énergie. Si ce n'est que le travail, c'est quand même très limité et dangereux. Il est Monsieur, important de distribuer son énergie dans un certain nombre d'activités.
des lectures, des films. Chicha. Ou- Travail et chicha. J'ai pas compris. Attendez, je m'excuse, c'est très fort. Oui, Travail et chicha. Chicha ergile. Vous connaissez la chicha ou bien vous ne connaissez pas la oui, chicha? oui, je connais. Oui, Si oui, oui. on, si on distribue l'énergie entre travail et chicha, ça va ou ça ne va pas? On est normal ou bien on est addicted au travail? Non, on est. Normal. Pour moi, c'est une sorte Nor- d'addiction quand même. non. Je sais pas, hein. C'est comme ça que je l'ai comprise, mais bon. Professeur Stora, Oui, cette fixation, disons, sur le travail ou cette il y a des drogue, associations, il y a un certain nombre d'activités culturelles que l'être humain peut avoir et des activités aussi physiques, sportives, ouais, même mais là, marcher. vous avez parlé de cette patiente qui a qui a travaillé comme une addiction, comme une drogue. Et Oui, ma question est, euh, est-ce que ça date aussi avant la internalisation de l'objet? Alors, au même moment, quand la relation avec la mère se fait pas comme il faut, mais on apprend que euh, faire de bonnes études, c'est comme un codage aussi. oui, non, mais faire de C'est bonnes études, vous possible? voyez très bien que c'est que ces gens dont je parle, c'est un renforcement narcissique. Si vous voulez, la seule façon d'avoir des satisfactions, c'est des satisfactions narcissiques qui vous enrichissent, qui vous, qui vous permettent de, eh bien, si vous voulez, d'avoir une vie plus équilibrée. C'est la recherche narcissique de satisfaction. Ici, étant donné que la petite fille, après la jeune femme et la femme adulte, n'a pas trouvé de satisfaction dans la relation parentale, à ce moment-là, elle s'est son narcissisme de vie lui a permis de survivre. Son narcissisme de vie l'a poussé à s'investir en disant, puisque vous ne m'aimez pas, moi, je vais m'aimer. C'est l'amour pour soi qu'elle a Hmm. développé. C'est l'amour pour soi que ces gens-là développent au Et niveau. il n'y a pas de codage avant par rapport à la relation de parents quand les parents sont très exigeants, par exemple. À Euh, quoi faites-vous allusion quand vous parlez de clivage? hmm, moi, je me suis dit, c'est pas pour rien que parfois les personnes qui sont comme nos cas dans un symptomatique psychosomatique, des troubles somatiques, psychosomatiques, que souvent le parent vient d'une classe, je sais pas, c'est peut-être faux, hein, d'une classe très engagée, c'est bourgeois, il faut avoir des études, etc. Et Oui, que c'est comme, j'imagine qu'il y a comme un point positif pour obtenir une relation et d'être très exigeant avec ses études, par exemple. oui, c'est l'idéal du moi social. C'est ça, voilà. Voilà. Et ça se traduit, ça se emploie aussi, euh, C'est pour être aimé des parents, ouais, on, on fait les études qu'ils recommandent. Si vous voulez, les parents ont établi une relation uniquement cognitive au et cas où, intellectuelle, voilà. mais pas affective. C'est C'est-à-dire, donc au même affective, moment. c'est Mhm. secondaire. Je t'aime si tu fais cela. Je Ouais, t'aime si ouais. tu fais de bonnes études, etc. J'aurai de la considération pour toi. Mais c'est uniquement un renforcement narcissique. Ce n'est pas une conduite sur le développement d'un psychisme. Je connais beaucoup comme ça si Mhm. vous voulez, psychosomatique, psychanalyse, c'est ma deuxième carrière à partir de 1973. Mais dans ma première carrière, qui s'est poursuivie longtemps, j'ai été aussi un enseignant à l'ENA. Et j'ai très bien vu, si vous voulez, par la suite,
les enfants des énarques, uniquement centrés sur l'élite, les études. Il y a rien, il y a pas d'affectivité, Mm. rien du tout. C'est uniquement les études et l'élite. C'est l'éducation de l'élite. Mais ces gens-là sont hyper fragiles, en réalité. Ils peuvent tomber malades facilement, etc. Et les gens que j'ai formé quelques milliers de hauts fonctionnaires de ce pays, les gens que j'ai formés n'ont jamais eu conscience, parce qu'ils ne m'ont jamais rien demandé, de la façon dont ils élevaient leurs enfants, parce qu'ils les fragilisent. J'ai vu cela dans les grandes écoles, si vous voulez. C'est comme le cas qu'on va travailler cet après-midi. C'est comme ça. Oui, 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 Thérèse, oui, 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 oui. Et donc, bon, ces gens-là ne se développent pas et il y a une grande fragilité parce que, si vous voulez, un être humain qui ne repose que sur le système immunitaire est un être humain fragile. Parce que le système immunitaire, il tient le coup entre 7 et 10 ans, 9 ans au maximum. Après, il cède. Après 7, 9 ans, les gens qui sont comme ça, si vous voulez, qui ont une fragilité dans la vie, vous verrez, au bout de 5 à 7 ans, une maladie auto-immune apparaît. Parce que le système immunitaire ne tient pas le coup. Il se décompense. D'ailleurs, si vous avez des patients qui ont des cancers, essayez d'analyser leur vie et de leur demander depuis combien de temps, si vous voulez, quels sont les événements de vie à l'origine de cette décompensation. Et vous verrez, enfin, demandez-leur qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 5 ans ou 7 ans dans votre vie. Et vous verrez, enfin, qu'il y a souvent des traumatismes, des événements assez graves qui ont remis en question l'équilibre immunitaire. Le système, il n'a pas tenu le coup. C'est pour ça que les défenses mentales, c'est quand même très important aux côtés du système immunitaire parce que ça permet aux êtres humains de poursuivre, de survivre. Si quelqu'un a des défenses mentales, je pense qu'il vaut mieux être névrosé que, si vous voulez, avoir des fragilités. La névrose, ce n'est pas négatif, hein. Ce n'est pas négatif. Donc, et souvent, si vous voulez, vous voyez quelque chose que j'ai découvert en psychosomatique, si vous voulez. Vous voyez aussi les gens, les patientes et les patients qui ont des troubles somatiques qui succèdent à la relation d'agression. Parce que la maladie, c'est un système de défense. Pas quand elle est grave, mais même quand elle est grave. C'est un système de défense. C'est-à-dire, la maladie remplace l'agression, l'agresseur. Ils ont un agresseur interne en lieu et place de l'agression externe. La maladie prend la place. C'est ce que j'ai développé, si vous voulez, dans un certain nombre de documents, un certain nombre d'articles. Donc, Oui. oui. Donc, si vous voulez, je sais pas là, je pourrais pas vous faire tout le. Bon, voilà. À propos, c'est Michel de Musan. À propos des névroses actuelles, Michel de Musan déclare: cela concerne la gestion au niveau psychique des tensions et des conflits. Mais, ajoute-t-il, en est-il toujours ainsi? Je ne suis pas assuré, dit-il, que la non-mentalisation soit nécessairement dommageable.
un certain nombre d'actions que nous menons, conduite automobile, etc., ne nécessitent pas de passer par le processus de mentalisation. Et plus, attendez, on sait que moins l'activité est mentalisée, moins on a à penser, et plus c'est sûr. Mais là, vous voyez très bien les limites de la pensée de Michel de Musan. C'est-à-dire, c'était à l'ipso comme ça, et à mon avis c'est comme ça encore aujourd'hui, malheureusement, c'est oubli total qu'il existe un système nerveux central. Bien entendu, quand vous conduisez une voiture, vous n'allez pas utiliser votre psychisme, mais ce n'est pas sûr, parce que quand vous regardez la route, ça peut donner naissance à des pensées. Mais bon, Michel faisait référence aux personnes qui conduisent, qui sont dans le comportement de conduite. Il dit c'est plus sûr. C'est plus sûr parce que c'est le système nerveux central qui est en charge. Quand on conduit, c'est le système nerveux central qui pilote. C'est lui qui nous aide à conduire notre voiture. Sans le système nerveux central, on serait incapable de conduire. Incapable. Donc, faites bien attention, n'oubliez jamais qu'il existe un système nerveux central. Après, je parle de... Peut-être, je vais poursuivre là-dessus et terminer aussi. J'aborde aussi dans ce travail le problème de structure inamovible. Parce que Pierre Marty nous parlait souvent comme ça, de la structuration mentale des êtres humains, et il parlait de structure inamovible, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les changer. Je suis en total désaccord. C'est dommage qu'il soit mort, si vous voulez. Je n'ai pas pu poursuivre mes discussions avec lui, ça me fait de la peine, parce qu'après j'étais tout seul. J'étais tout seul pour développer cela. Il vous appartient de poursuivre, bien entendu. J'étais en désaccord avec ce concept de inamovibilité parce que j'ai pensé que à quoi sert une thérapie sinon à réparer, soit à développer un système psychique, soit à réparer le système psychique endommagé par les traumatismes. Et à ce moment-là, ça veut dire que on peut faire évoluer la structuration mentale des patientes et des patients. Nous pouvons les faire évoluer. Et donc, l'inamovibilité n'existe pas en vérité. Si vous êtes en thérapie, il y a des possibilités de changement qui sont à l'œuvre. J'ai écrit ici, page 6, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas enfermer nos patients somatiques dans un concept tel que celui de structure inamovible, qui en vérité ferme la porte à toute évolution dans le cadre d'une thérapie psychosomatique. Parce que la thérapie psychosomatique, dans la relation d'attachement, c'est aider au développement d'un système psychique, et puis dans les névroses actuelles, c'est aider à la réparation du système psychique, qui est endommagé par des traumatismes. C'est notre travail principal. Comment réparer le système psychique quand il est endommagé? Parce que les traumatismes introduisent des clivages entre, si vous voulez, comme vous le savez, un système psychique est composé de comportements, de représentations mentales. Et si vous voulez, il y a une déliaison entre la représentation mentale et les comportements et les affects, si vous voulez.
comportement, affect, représentation mentale, c'est les trois composantes du système psychique. Ce système peut être endommagé par des traumatismes. Il nous appartient de réparer, c'est-à-dire, comme il y a des déliaisons, par exemple, entre les affects et les représentations mentales, il nous appartient de les réparer, c'est-à-dire de réparer au niveau affect, à mettre en relation avec des représentations mentales qui vont être momentanément, qui vont disparaître momentanément suite au traumatisme. Là, j'en suis arrivé à la page numéro 6. Il y a 30 pages. Je vous ai dit quand même pas mal de choses qui sont dans cet article. Si vous voulez, j'ai créé, vous verrez ces pages 16 et suivantes de mon travail, de la note pédagogique que je vais vous envoyer demain matin. C'est, si vous voulez, dans la nosographie, je distingue trois grandes catégories. Les psychonévroses de défense de Zygmunt, c'est les névroses classiques, les névroses actuelles, et puis l'axe autoconservatif, quand l'objet n'est pas internalisé. Faites bien attention, quand il s'agit de relations préobjectales, nous sommes plutôt au niveau de l'encodage neuronal. Vous regarderez la fin de mon travail sur les organisations somatopsychiques. Alors, les pathologies de l'axe autoconservatif et les pathologies des névroses actuelles. Sur un moment, je vais fermer ma porte. Bien, je vais terminer avec ça, si vous voulez. Sur l'axe autoconservatif, il y a ce qu'on appelle les psychoses non délirantes. Il s'agit en réalité, si vous voulez, des troubles du soi, qui est le premier noyau, et des troubles de l'identité. Vous avez aussi les troubles narcissiques du soi. Je reviens sur la note que je vous ai envoyée au début des cours. Le soi, le proto-soi, le soi central, le soi psychique, les auto-érotismes primaires, narcissisme, et puis toutes ces étapes précèdent l'étape orale. Donc, si vous voulez, au niveau de l'atteinte, c'est l'atteinte de la première organisation somatopsychique, c'est l'organisation orale passive et immunitaire. Je vous renvoie à mon livre de neuropsychanalyse. Vous avez à ce niveau-là différentes pathologies somatiques liées aux échecs de l'intégration fonctionnelle de la première organisation somatopsychique. Vous savez, c'est l'organisation synesthésique. Vous avez des maladies auto-immunes, insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, des allergies, des cancers, des troubles addictifs, des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. La relation fétichique à l'objet se développe dans le sens de fétiche d'objet, c'est-à-dire c'est un fétiche protecteur désanimé, c'est-à-dire un objet maternel mort. Le soi, dans son développement arrêté, ne peut se séparer de l'objet premier. Vous avez là des troubles de constitution de l'identité, des troubles du jeu, échec du clivage soi et autre, échec de la création du double. Le double, j'en parle dans ma note, vous verrez, c'est le je et le moi. Il ne peut pas y avoir de développement psychique s'il n'y a pas
si on ne passe pas par cette étape du double. Qui suis-je et le moi comme organisation. Les troubles de l'identité et les troubles du genre sont de plus en plus fréquents de nos jours et vous voyez très bien ce qu'il y est à l'origine, c'est quand même des carences dans les premiers temps de la vie, des carences parentales qui ne permettent pas à un être humain de découvrir son identité sexuelle et l'identité même de sa famille, mais surtout l'identité sexuelle. Ce sont des problèmes qui vont ressurgir après le développement complet de l'hypothalamus. L'hypothalamus met environ 7 ans pour se développer sur le plan neurologique et au terme de ces 7 années, il y a une transformation du corps humain vers l'âge de 12-13 ans et une sécrétion des hormones sexuelles produites par l'hypothalamus. Et vous voyez très bien que ce que je vous dis est complètement scotomisé, ignoré par les psychanalystes. Ils ignorent complètement les changements d'identité et ce qui conduit au changement d'identité des êtres humains grâce au fonctionnement de l'hypothalamus. C'est quelque chose de très très important. Très très important. Là, je vais faire prochainement, samedi prochain, je vais faire à Moscou sur le web. Il y a un important institut créé par une femme d'ailleurs dans les années 20, Emma Eckstein, un institut de psychanalyse qui s'occupe des enfants et qui est dirigé par un professeur qui s'appelle Arseny Tarabanov, qui m'invite souvent à faire des conférences. Je vais faire une conférence sur l'identité sexuelle féminine et une nouvelle approche de la sexualité féminine. Parce que Sigmund Freud et les psychanalystes se sont complètement plantés dans ce domaine. J'indique pourquoi. Je vous ferai une conférence le mois prochain ou le mois suivant sur cette nouvelle approche. Comme ça, vous serez informés et peut-être vous utiliserez cette approche pour vos patientes. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez, les psychanalystes classiques ou lacaniens analysent les femmes comme si c'était des hommes. Avec cette formulation étrange de Sigmund Freud, qu'il ne sait pas si, à l'âge de 18-20 ans, lors de la problématique oedipienne, pour les femmes, Sigmund Freud pense que cette problématique n'est jamais résolue. Il laisse ça dans l'incertitude la plus totale, ce qui est parfaitement faux, et je démontre pourquoi. Écoutez, je vais vous envoyer demain. Oui, c'est Fanny. Dès que j'aurai le lien, je vais demander l'autorisation au professeur Tarabanov que quelques-uns de mes collègues dont vous faites partie puissent participer ou assister à cette conférence. Je la fais en anglais. C'est une conférence en anglais pour le public russe. Voilà, écoutez, il faudrait en réalité, je n'ai pas réalisé, mais il faudrait plusieurs heures, ce que je ne possède pas, pour vous faire toute cette conférence. Donc, je vous demande de lire avec attention et d'étudier cette note, ainsi que les 4 organisations somato-psychiques. Je vous demande de lire avec attention cela et de vous y référer. Parce que, comme je vous l'ai dit pour
pour la sexualité féminine. Vous le verrez lorsque je vous ferai une conférence sur la sexualité féminine, que les collègues psychanalystes ne prennent pas en considération la dimension neurologique de la sexualité féminine et l'identité biologique. C'est ce que nous avons rencontré avec le docteur Aboulker dans notre travail sur l'endométriose. Nous avons écrit toute la revue, le numéro 15 de notre revue est consacré à cela. Et c'est là où on a découvert que, si vous voulez, les femmes, les jeunes filles, dans la dimension biologique et psychologique, je ne parle pas de psychanalyse, je ne parle pas de psychisme, je parle de psychologie du comportement, c'est-à-dire comment une identité féminine peut se développer, que confronté à ces problèmes, il y a de la part de ces femmes qui vont développer l'endométriose, il y a un refus complet. J'ai rencontré des femmes qui me disaient « Je ne veux pas être une mère, je ne veux pas me marier, je ne veux pas d'enfant. » C'était très clair. Comme elles ont refusé, eh bien, le cerveau a suivi. Comme vous le savez, il y a plusieurs composantes neurologiques, plusieurs cortex. Si vous refusez quelque chose, ça bloque tout le système. Le système hypothalamique de sécrétion hormonale est bloqué. Ça crée des dysménorrhées, ça crée des troubles somatiques, ça crée l'endométriose. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Je vais vous l'envoyer demain. J'espère, si vous voulez, sincèrement, je ne connais pas la résonance de ce que je vous dis, en quoi cela peut vous aider. Je pense que cela peut vous aider. Lisez avec attention la note que je vais vous envoyer demain matin. Et puis, bon, si vous avez des questions, le mois prochain, on en rediscutera. Merci beaucoup, Fanny. Je pense à vous et aux collègues qui souhaitent assister à ma conférence samedi prochain. Bien, au revoir, bon courage et bon dimanche. Au revoir.